Bonjour à toutes, à tous. Je vais rebondir sur la belle présentation qu'a fait Aurélie, et aussi pour vous expliquer que effectivement, on part d'une discipline et on peut arriver à une autre. J'en suis une preuve, et en fait, je pense qu'infiniment dans sa carrière et dans sa vie, on peut être curieux et surtout en fait aller vers ce qu'on a envie de faire. Et que les chemins de la vie, vous verrez, je vous l'expliquerai, parfois vous mènent sur d'autres chemins, mais qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver vos premiers amours. Donc moi, je vais vous parler industrie, aéronautique, mécanique, et puis on va glisser tout doucement aussi vers le monde du numérique, de l'intelligence artificielle, et vous verrez comment on y vient, et comment j'y suis venu sans stratégie particulière, mais juste par un moment donné, envie, idée, et envie de réaliser les choses. Donc JPB Systems, c'est la société que j'ai la chance aujourd'hui de diriger. C'est mon père qui l'a créée en 1995 sur la base d'une idée innovante. On peut encore innover en mécanique, je pense que c'est une bonne information à vous donner. Tout n'a pas été inventé. Beaucoup de choses restent à créer, d'autant plus avec les nouvelles technologies qu'on a devant nous, c'est-à-dire rendre la mécanique un peu plus intelligente, l'impression 3D. Vous avez devant vous des boulevards pour innover et faire des choses qui n'ont jamais été faites encore. Et en tous les cas, en 1995, la question, c'était que sur un moteur d'avion, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment c'est fait, mais bon, il y a plusieurs tranches. Il y a la soufflante, on vient comprimer l'air, on vient dans la chambre de combustion le mélanger à du kéro, et ensuite, voilà, on a la réaction avec la turbine qui se fait. Donc en fait, c'est une succession de tranches qu'il faut venir inspecter régulièrement pour vérifier l'usure en fait, des différentes aubes qu'il peut y avoir dans le moteur, des parties tournantes, et également en cas de souci de maintenance, une ingestion d'oiseaux, un atterrissage, ce genre de choses, il va falloir venir inspecter ce moteur. Et donc pour inspecter ce moteur, comme en médecine, on va avec un endoscope, en fait une caméra endoscopique, vérifier si tout se passe bien. Donc pour ça on a des orifices qui sont tout le long des différents étages du moteur. Et ces orifices, bien sûr, ils ne sont pas laissés ouverts et béants parce qu'on a de l'air comprimé, de l'air très chaud qui sortirait, et ça serait des cas de feu, très clairement, sur les orifices qui sont sur la chambre de combustion, on va avoir de l'air à, je crois, 1600 degrés qui peut s'en échapper. Et donc c'est bouché par des bouchons. Voilà, c'est très simple. Et ces bouchons, vu qu'un moteur, ça vibre, il y a des dilatations thermiques, ça chauffe énormément, et bien ces bouchons, ils sont sécurisés par des fils freins, des fils de fer. C'est-à-dire qu'on vient les rendre solidaires du moteur par un fil frein. Vous verrez aussi beaucoup de fils freins dans les applications mécaniques, tout ce qui est très de course, l'automobile, etc., tout ce qui est très sollicité. Ces fils freinés pour tenir cette liaison mécanique. Et qui dit fil frein, ça marche très bien, à condition qu'on ne l'oublie pas de le mettre, par exemple, sinon ça aurait les conséquences que je vous ai décrites. Et également, c'est très long. Voilà, vous imaginez un avion qui est chargé de passagers, prêt à partir, et puis, dernier moment, il faut faire un check pour vérifier. Il y a potentiellement eu une ingestion d'oiseaux à l'atterrissage. Il va falloir aller vérifier plusieurs étages. Bon, là, il faut appeler le mec qui est habilité à enlever le fil frein. Il va falloir qu'il intervienne, qu'il ouvre le capot. Pareil, comme les voitures, les moteurs sont de plus en plus complexes, denses, c'est difficile de mettre les mains, voire même impossible aujourd'hui d'y accéder. Donc c'est des opérations qui, pour enlever un simple bouchon endoscope, peut prendre 1 heure. Voilà. Et donc dans les années 90-95, on avait l'apparition des compagnies low cost qui étaient là sur les marchés, et la politique, elle était simple. Et d'ailleurs, on fera un biais là-dessus avec les machines. L'avion, il faut qu'il vole, quoi. Faut qu'il vole, et donc hors de question de perdre du temps sur le tarmac. Et donc la question était toute bête, c'était comment on peut trouver un système beaucoup plus efficace que de mettre un fil frein. Et pour autant, l'aéronautique, c'est un milieu conservateur et sur lequel on ne peut pas changer tout d'un coup, donc il fallait garder l'existant. Et donc mon père a eu cette idée de créer un bouchon endoscope auto-freinant, en observant d'ailleurs, il faut être observateur, en observant un jouet de ma sœur à l'époque qui avait, je ne sais pas, 6 ans, un truc comme ça, et qui jouait à la dinette. Et elle avait un œuf qui se cassait en deux comme ça pour jouer, et cet œuf il était cranté. Et en fait, en observant ce mécanisme de crantage, en le faisant bouger, il s'est dit, il y a peut-être une idée à trouver. Voilà. Et donc je vous mets une petite vidéo en fait de l'application. Donc on voit ici le passage endoscopique. On voit d'ailleurs, je vais vous la remettre sur pause. On voit ici on voit le passage endoscopique, on voit encore l'ergot avec le trou pour mettre le fil frein. Et l'idée c'était de garder cet existant et d'arriver avec un système qui soit auto-freinant. Et donc il a conçu ce premier bouchon, auto-freinant, je vais vous montrer le mécanisme. En fait, il y a un petit système à crémaillère sur la base de l'idée de l'œuf qu'on voit avec les dents, et un petit système qui va s'auto-activer automatiquement
clac, sur l'ergot qui servait à mettre le fil frein. Et donc on vient engager le bouchon qui vient en fait s'auto-freiner avec ce système de crémaillère poussé par un ressort. Et donc le démontage se passe exactement de la même manière. On a juste à venir démonter, on vient forcer en fait contre ce mécanisme auto-freinant qui est à l'intérieur, positif, et on vient voilà, l'enlever. Donc une opération qui pouvait prendre 1 heure, qui demandait quelqu'un de certifié, etc., ne prend plus que 10 secondes à l'aller au retour. On peut y aller à l'aveugle, dans une zone inaccessible, et ça fonctionne. Donc ça, d'ailleurs, c'est la petite anecdote, c'est que bon, c'est quelque chose qui doit fonctionner à très haute température, à tout niveau. Donc il y a des histoires de tribologie, de tenue en température, de cycle. Hein, c'est quelque chose qui doit marcher sur la vie du moteur. Et c'est d'ailleurs comme ça, quand j'ai repris la boîte, on en viendra, que j'ai rencontré Jean-Luc sur un problème vibratoire. Voilà, je voulais qu'il me prouve qu'en modifiant légèrement les angles un petit peu de ce ratchet, là, de ce design, eh ben, le truc était capable de tenir. Et c'est que bien plus tard, vous verrez que j'ai rappelé Jean-Luc pour un autre problème, et on l'abordera. Mais voilà comment je suis arrivé la première fois à Supmeca. Donc voilà ce que mon père fait. Il démarre ça en 95 avec cette idée. Il faut savoir que l'aéronautique, c'est un milieu extrêmement conservateur. Difficile d'arriver comme ça avec une innovation aussi simple et puissante que celle-ci quand on n'a pas un cursus dans la supply chain aéronautique de quelqu'un qui est censé arriver avec des idées, quand on est sous-traitant. C'était une société de sous-traitance à la base. Donc bref, ça a mis 6 ans, en fait, de la présentation de cette idée à la première vente sur un moteur d'avion, ce qui est souvent ce qu'on observe en fait comme un cycle à peu près normal. Nous, aujourd'hui, sur des nouveaux business, on va toujours mettre 3, 4, 5, 6 ans, en fait, hein, entre l'idée et potentiellement les premiers dollars qui peuvent rentrer pour la récompenser. Donc dans tout ça, donc il aura le temps, mon père, de 2001 à 2002, 2003, à commencer à développer sa boîte, hein, de manière d'abord un peu artisanale. Puis la maladie le rattrapera rapidement, donc, et il me proposera de le rejoindre en urgence suite à un pépin de santé, chose que je ferai. On est à l'époque en 2004, et en 2005, février, donc on a eu 3 mois pour bosser ensemble, il a la mauvaise idée de faire un arrêt cardiaque sur la route en rentrant, et donc voilà comment je me suis retrouvé, moi, projeté dans cette société que je ne connaissais pas. Je venais d'avoir 1 an auparavant mon diplôme d'ingénieur en électronique et informatique industrielle, et donc je me suis retrouvé, voilà, par destin familial, à prendre les rênes de cette boîte. Alors je l'ai fait avec beaucoup de passion et d'envie, ça a pris du temps, on pourra parler des aspects entrepreneuriaux, mais je n'étais pas prêt à ça, mais ce n'était pas sa boîte, si vous avez un peu suivi, il y avait un associé majoritaire dedans, avec qui j'ai eu un peu de mal à discuter à un moment donné, quand je me suis projeté à racheter en fait, hein, ce qu'était JPB. Donc j'ai dû trouver pas loin d'1 million d'euros, sachant que j'étais jeune ingénieur, comme vous le serez. Faites le calcul rapidement, vous verrez bien que vos simples revenus ne suffiront pas à prendre une telle dette. Donc il a fallu convaincre des banques et lever cette somme et racheter le capital manquant. Et donc c'est en juin 2009 que je prends les rênes de JPB en plein salon du Bourget. C'est un embryon JPB à ce moment-là, c'est 3 personnes, donc y compris moi. Il y a un responsable qualité dedans, et puis il y a un gars qui faisait un peu le bureau d'études, les dessins. Puis bien sûr, on avait tous 1000 casquettes. Quelques clients, enfin un client, en l'occurrence, Safran, sur cette application que vous voyez là, donc un produit. Et donc la stratégie, elle est assez simple, c'était de dire, eh ben, diversifions les produits, toujours en restant un petit peu sur cette niche de l'autofreinant, essayons de trouver des idées intelligentes, et puis diversifions les clients. Voilà. Assez basique. Et donc ces bouchons, eh ben, de ces bouchons, on est venu dériver sur différentes technologies. Aujourd'hui, on équipe des raccords de canalisation, par exemple, des systèmes de vissage, des biellettes, tout ce qui va nécessiter un système fileté, on vient le sécuriser. Donc il y a une quinzaine de brevets internationaux aujourd'hui qui ont été déposés. Et la partie diversification client, eh ben, je suis parti vraiment un peu à l'arrache, hein, avec un sac à dos, les produits qu'on avait dans les mains, et j'ai été voir tous les grands motoristes mondiaux. Il n'y en a pas des tonnes, on avait Safran. Les grands autres, c'était General Electric aux US, Pratt & Whitney, Rolls-Royce en Angleterre. Et puis après, ils ont tous beaucoup de partenaires dans différents pays, Japon, Europe, Russie. Et aujourd'hui, 11 ans après, quasiment jour pour jour, on travaille avec l'ensemble de ces acteurs, en étant qualifiés en direct par eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais des gens du militaire, c'est assez dur pour un petit fournisseur, quand on est au départ 3 personnes dans une boîte, d'aller voir ces gens-là et de se retrouver qualifiés en direct par eux. C'est des gens qui cherchent plutôt à réduire la base de supply chain plutôt que d'accueillir des nouveaux fournisseurs. Mais semble-t-il, on avait des produits et une manière de voir les choses un peu innovante qui a justifié le fait, avec un peu de forcing qui veuille bien nous qualifier.
Et donc JPB aujourd'hui, c'est effectivement est présent sur l'ensemble des motorisations actuelles et futures de l'aéronautique plutôt civile des temps actuels. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus encore? L'écosystème, pareil, je parle un peu d'entrepreneuriat quand même quand on est chef d'entreprise et si vous voulez tenter cette aventure, vous verrez qu'on se retrouve finalement très vite assez seul face à ses choix, face à ses décisions, face à ses risques. On dort assez mal certaines fois quand on a des décisions à prendre, qui peuvent être de l'ordre financier, je les ai évoqués, d'ordre humain, c'est-à-dire qu'il faut recruter les bonnes personnes, il faut parfois savoir s'en séparer également, c'est extrêmement dur, mais il faut le faire. Et donc pour ça, pour casser cette solitude, en fait, il existe des tas de choses, mais ce n'est pas natif, il faut sortir en fait, de sa boîte très vite, on a tendance à travailler dans l'entreprise, il faut au plus vite s'en extirper et travailler sur l'entreprise et mettre des gens en place pour vous aider à faire vraiment la partie opérationnelle. Et donc je me suis très vite impliqué dans différents cercles qui peuvent être le GIFAS, des groupements, la French Fab qui est un mouvement qui représente l'industrie française, la French Tech que vous connaissez, BPI qui est la banque publique d'investissement. Alors, on pourrait croire que c'est qu'une banque. En réalité, Nicolas Dufour, qui est son dirigeant, a fait un boulot exceptionnel depuis 5 à 7 ans, peut-être maintenant, d'en faire un véritable réseau social d'entrepreneurs, avec du coaching, avec de la formation. En fait, il a dit, voilà, c'est bien de filer des ronds à des entrepreneurs, mais ce serait peut-être mieux de leur apprendre à devenir grands et à grandir et financer des projets de croissance. Nos certifications, je vous l'ai dit, voilà, on est avec les clients directs, j'insiste là-dessus parce que souvent des fournisseurs de notre taille, on passe par des distributeurs qui vont ensuite vendre à différents clients. Nous, on est qualifiés en direct. Plus que ça, pour y arriver, on a vraiment mis une notion d'excellence industrielle en place. Donc, on n'a pas fait que de le dire, tout le monde l'inscrit dans sa charte qualité. Nous, on l'a vraiment fait. Ça veut dire 100% de livraison à l'heure, 0 défaut qualité. Et ça, on peut le mesurer avec des KPI. Par exemple, ça fait 9 ans, 10 ans même cette année, que nous sommes élus meilleurs fournisseurs de la société Safran. Je pense qu'on est le seul fournisseur à avoir ce pédigré. Donc, on a un diplôme tous les ans qui atteste qu'on est le meilleur fournisseur du panel. Chez GE, par exemple, aux États-Unis, ils ont différents classements des fournisseurs, moyens, bons, excellents. Voilà, donc chez GE, on n'est pas excellent, on est le cran au-dessus, il y a très peu de fournisseurs qui le sont, on est role model. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça nous donne aussi l'avantage d'être audité directement par la FAA, donc on a vraiment la Federal Aviation qui arrive chez nous à JPB et qui nous audite, ça dure 2-3 jours, c'est assez impressionnant. Donc on a passé ce genre d'épreuve. Et juste pour vous donner donc quelques chiffres, et je vous le matérialiserai un petit peu après en volume, vous montrer. JPB aujourd'hui, donc 11 ans après, on était 3 salariés, on est 120, d'accord, en 10 ans. Donc il y a eu un vrai challenge en termes de ressources humaines, structuration, faire monter une équipe. 85% du chiffre d'affaires aujourd'hui est fait à l'export. Donc c'était une société très franchouillarde au départ. Il a fallu la tourner à l'export, ce qui impose aussi vraiment des tas de changements culturels. S'approprier les cultures de nos clients, approprier les langages. C'est-à-dire que des gens qui sont là à l'origine aussi doivent suivre en permanence. Une aventure comme JPB, il faut tous les jours en fait, se remettre en question, moi le premier, et tous mes collaborateurs. Une croissance exponentielle, vous pourrez le voir, 3 sites de production. Donc le site principal, le siège, il est à 40 minutes d'ici, dans le sud, vers la direction de Melun, Fontainebleau à peu près, exactement en face du site de Safran, Aircraft Engine, là, donc dans l'ancienne SNECMA à Villaroche, on est là. On a monté il y a 1 an et demi un site en Pologne, à Cracovie, à l'est de Cracovie. Donc pourquoi? Tout simplement parce que nos clients, à un moment donné, nous ont dit « Bon Damien, tes produits ils sont top, on voudrait t'inscrire dans la durée sur des programmes de long terme. » Donc on parle de programmes type A350, Boeing 787, A320 Neo, 737 MAX. Mais du coup, tu as un produit unique et ça devient dangereux pour la supply chain. Voilà. Donc il faut qu'on ait 2 sites de production distincts. Et donc on a été en Pologne parce que ça permettait de monter un 2e site miroir, d'avoir un accès beaucoup plus facile à la ressource industrielle en termes de formation. Des tourneurs fraiseurs, c'était beaucoup plus simple à trouver qu'ici en France où c'était pénurique à mort. Bien sûr, il y avait une notion de coût de la main-d'œuvre, mais vous verrez que ce n'est pas ça forcément qui a pesé dans l'équation. Et c'est un site qu'on appelle l'Aviation Valley, là-bas, à l'est de Cracovie. C'est-à-dire que ça devient un barycentre vraiment de l'aéronautique où tous les donneurs d'ordre, quasiment, ils sont présents. Et donc, c'était important en termes d'image d'y être.
Parce qu'il faut aussi cocher vis-à-vis de nos clients la logique des best costs qu'ils veulent voir mise en œuvre au sein de leur supply chain, et donc c'était une manière de le faire. Et donc très vite, en 2010, quand j'ai voulu conquérir les États-Unis, j'ai commencé par ouvrir une filiale là-bas, donc à Cincinnati, dans l'Ohio. Et cette filiale, aujourd'hui, vit principalement sur une mission de développement technico-commercial. Mais on va dire qu'aujourd'hui, 60% de notre activité vient des US. Donc en termes de croissance, de chiffre d'affaires, voilà, c'est un truc qui ressemble un peu à une courbe de contamination Covid, mais c'est bien notre croissance. Et donc c'est en moyenne 30% par an, avec, comme vous voyez, des gros coups de pied au cul en fait, par année. Et donc on voit vraiment dans les premières années ici, le démarrage de l'aventure. Donc il faut imaginer l'idée ici, hein, quasiment, être hyper pugnace, hein, toute cette période pour faire la première vente un peu symbolique. Ensuite, ça a connu une croissance assez forte, hein, marquée, qu'on a du mal à voir avec l'échelle, mais quand on part d'un produit qui n'existe pas, il faut monter en place toute sa supply chain, etc. On voit ici l'impact 2009 de la première crise aéro, enfin c'est pas la première, mais de la dernière en tout cas, qui a eu un impact assez fort, avec moins de 30% à peu près de chiffre d'affaires pour nous. Et c'est la période ici où moi j'ai racheté l'entreprise. Donc je l'ai racheté vraiment en juin 2009, donc au creux de la vague. L'avantage, c'est que je le savais. Ça aurait pu être terrible que je la rachète avant, avec des perspectives fortes, et puis m'endetter lourdement. Donc on a pu s'entendre sur un prix qui est honnête avec ça. Puis voilà toute la stratégie que j'ai mis en œuvre, que je vous ai décrite, de multiplication des produits et des clients, qui s'est mis en place, donc avec un schéma de croissance assez fort. Alors, dans ces moments, il y a eu plusieurs difficultés. Moi, je m'attendais vraiment à ce que les difficultés principales, ça soit de trouver des fonds, de l'argent et des commandes. Finalement, on y a mis beaucoup de cœur, mais on l'a fait assez facilement, ça. Et il y a eu beaucoup de mal à monter l'équipe humaine, à trouver les bons collaborateurs. On a une moyenne d'âge qui est très jeune à JPB, elle doit être autour de 32 ans, je crois, encore aujourd'hui, 33 ans, là où dans l'aéronautique, on peut rajouter 10 ans, hein, en principe, sur la moyenne d'âge d'une boîte. Donc nous, on a une moyenne d'âge relativement basse. Et principalement, une des plus grosses difficultés, ça a été de passer cette montée en cadence, étonnamment. Savoir produire ces pièces, en fait, parce qu'on part d'une barre, en fait, notre matière première, c'est de la barre, et on la transforme en une pièce que des clients veulent acheter. Et en fait, là, on a eu beaucoup de mal à trouver des fournisseurs capables de monter avec nous en cadence. Et autour des années 13, 14, 15, en fait, on avait un modèle où on donnait de la fab à nos fournisseurs, et les fournisseurs, un à un, nous ont dit « Damien, ça va un peu trop vite, là, la croissance, ça devient dangereux pour nous, ça devient dangereux pour toi, parce qu'on ne va pas pouvoir absorber toute cette montée en charge. » Et donc, il faut que tu trouves d'autres solutions. Et les autres solutions, j'en ai envisagé plein, de monter une boîte en Pologne d'abord, puis finalement d'acquérir une boîte en France qui était déjà existante. Vous vous rappelez, moi j'ai un diplôme électronicien, informaticien, c'est vraiment pas ma culture, la mécanique, donc j'avais un peu peur de me lancer là-dedans. Et finalement, on a abandonné la Pologne dans un premier temps, on a décidé de monter la boîte en France. Quand on a visité quelques boîtes françaises à vendre, moi je trouvais que c'était un petit peu l'image vieillotte un peu de la mécanique, hein, qui est pas... C'est pas négatif ce que je dis, mais on avait créé une start-up aéronautique sur des codes vraiment de start-up assez fortes, et venir greffer à ça en fait une boîte cinquantenaire qui n'avait pas du tout cette culture, je trouvais que c'était une cohabitation difficile. Et donc on a décidé de créer une usine de toutes pièces. Voilà, on est en 2015, et là je convoque les fabricants de machines en fait assez naturellement, et je leur dis voilà, je prends le tableau, je dessine une boîte noire, et je dis voilà, j'ai des commandes, voilà à peu près les pièces que j'ai à faire, je veux rentrer des barres dans cette boîte, et je veux que ça me sorte des pièces bonnes. Et au milieu, vous vous démerdez, il faut qu'il y ait le moins d'hommes possible, parce qu'il faut que je sois compétitif sur un marché international. Et tous, quasiment, enfin tous, hein, autour de la table, ils n'y étaient peut-être pas tous, parce qu'aujourd'hui ils me disent, nous, on aurait su le faire, ouais. M'ont dit, c'est pas possible. En plus, tu travailles des métaux très fortement alliés en cobalt, en nickel, c'est de l'Inconel, par exemple, 718, si ça vous parle. C'est des métaux réputés nécessiter une surveillance extrêmement accrue devant la machine. Donc il faut des hommes devant les machines. Et donc nous, on ne s'est pas dégonflé, on a dit on va monter un atelier qui va le faire. En tout cas, on va le tenter. Moi, j'avais observé un petit peu comment fonctionnaient les ateliers que j'avais vus en France, et en Pologne d'ailleurs. Et pour tirer un peu le trait, en fait, je trouvais que les mecs, ils étaient devant leur machine. Je parle de production série, hein, je ne parle pas de gens qui font de l'horlogerie et de la pièce unitaire. Et finalement, ils sont dans une position d'attente, ils appuient sur le bouton vert, la machine crache sa pièce. Quand la machine la crache, ils ouvrent la porte, ils prennent la pièce, ils la soufflent. Ils vont faire quelques pas, ils vont la poser sur une tridimensionnelle qui est au milieu de l'atelier. Ils appuient sur le lancement du programme automatique de mesure de la pièce.
La machine, au bout d'un certain temps, quand elle a fini son cycle, donne ses cotes. L'opérateur retourne à sa machine et puis corrige, donc fait ses calculs pour corriger les corrections d'outils et ramener sa pièce dans le nominal. En observant ça, je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Déjà, je trouve que c'est un peu rébarbatif. Le gars, il est toute la journée devant sa machine, il attend. Et les quelques opérations qu'il fait ne me semblent pas être des opérations à forte valeur ajoutée. Donc on a tâché de trouver comment faire ça un peu plus automatiquement. Et donc on a sélectionné des briques technologiques. Alors je dis ça, c'est un grand terme. En fait, on a été voir le marché. On a pris une machine de fabrication qui nous paraissait au top. Voilà. Donc on a choisi la marque DMG et Mori, sans leur faire de pub. Il y en a d'autres qui auraient pu faire le boulot. On a pris une machine de contrôle tridimensionnel qui était une Zeiss. Et quand on les a posées dans l'atelier, eh ben, aucune communication entre les deux, quoi. C'est-à-dire que c'était ce schéma que je vous décrivais. Et pour moi, ça m'a rappelé un petit peu, un peu plus vieux que vous, j'ai eu la chance d'avoir mon premier ordi personnel à 12 ans. C'était les CPC 486, je crois, voilà. Et c'était une époque où c'était Windows 3.1, et pour connecter une souris à son ordinateur, il fallait mettre une disquette et il fallait installer le driver en fait, pour lui dire voilà, tu as telle série souris, elle est là, et voilà comment ça doit communiquer ensemble. Un truc qui vous paraît aujourd'hui complètement vieillot, aujourd'hui vous branchez une souris ou une webcam, le truc reconnaît, ça installe le driver, c'est terminé. Et ben on en est là dans l'industrie aujourd'hui en fait. On en est vraiment à cette époque où quand vous mettez deux briques techno pourtant toutes neuves et récentes, elles sont incapables de communiquer entre elles. Et je pense fortement que dans 10 ans, on en sera là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que vous mettrez un robot, une machine, le truc vous demandera est-ce que vous voulez que le robot ait cherché la pièce, est-ce que vous voulez que je contrôle votre pièce. On n'en est pas là. Du coup, on s'est attaché à écrire les drivers nous-mêmes, tout simplement, et on a posé ces briques technologiques dans l'atelier et on a fait communiquer ces machines ensemble. Alors, vous savez, la digitalisation dans un workshop, c'est simple, hein. Enfin, c'est des grands mots. Nous, on a commencé déjà avec du Excel. Une machine tridimensionnelle comme ça, elle vous crache un XML à la fin quand elle a fini son contrôle. Et bien, ce fichier Excel, vous le prenez, et plutôt que l'opérateur reparte avec sa liste de cotes et fasse les calculs intérieurs pour savoir dans quel sens il corrige ses tourelles, vous pouvez, avec 2-3 formules de base, cracher en fait à l'opérateur les simples corrections qu'il a effectuées, s'il y en a, en disant sur la machine 12, tourelle numéro 2, outil 3, tu décales de 1/10 en X. Voilà. Et finalement, on est venu, grâce à ces outils de base, qui sont déjà de la digitalisation, pouvoir utiliser des opérateurs extrêmement débutants, sortant de Bac Pro ou de BTS, et finalement, de les faire appliquer ce que crachait la formule Excel à la machine sans avoir à réfléchir de trop ou savoir interpréter un plan. Et une fois qu'on avait cette donnée, on s'est dit comment directement la balancer dans la machine. Donc là, on a vu comment on pouvait accéder aux tables d'offset de la machine, et puis on a réussi à téléverser ces données dedans. Restait plus qu'à trouver un moyen de déplacer la pièce de la machine à la machine de contrôle. Et vous avez compris la suite, une fois qu'on a réussi à faire ça sur une machine, eh ben on en a aligné 6. Et en fait, on a mis 6 machines en ligne, DMG, machine bitourelle, capable de faire du fraisage, de l'usinage, donc des opérations complexes. Et on a ce robot que vous voyez qui est monté sur un axe de 22 mètres, qui est capable d'aller décharger indépendamment donc, ces 6 machines quand elles ont terminé leur cycle. Ce robot il est équipé d'une vision. Donc en fait, on a pris la décision de sortir les pièces en vrac. C'est la vision du robot qui replace la pièce dans l'espace et qui adapte la prise de la pièce en dynamique. Et ce robot vient, quand il a récupéré la pièce, souffler la pièce et la nettoyer comme le ferait un opérateur en sortie machine, pour la poser sur une table d'échange qui, derrière, va donner la main à un autre robot. Donc voilà, là on est venu éliminer la partie rébarbative, on est venu automatiser 6 machines qui peuvent être pilotées avec un seul opérateur. On en met 2 par précaution, mais un seul pourrait s'occuper des 6 machines si elles sont réglées. Si vous aurez des questions, je pourrais vous y répondre dans cette partie-là. Et suite à cette ligne, en fait, voilà, derrière, on a une deuxième ligne qui est une cellule de contrôle complètement automatisée également, qui vient récupérer les pièces une à une sur cette table d'échange, et qui vient, cette ligne, on l'a conçue en fait pour faire 100% d'un contrôle mécanique d'une pièce standard. Donc on fait de l'optique dessus, de la dimension extérieure, on fait de la dimension intérieure avec du palpage, on prend des photos, on est capable de regarder de la présence de copeaux, de la coloration anormale, tout un tas de choses. On vient peser les pièces aussi, pareil, on s'était dit comment faire. La seule erreur qu'on peut faire dans cette ligne, c'est de charger la mauvaise matière dans la machine, et finalement, plutôt que de faire une analyse radio X sur chaque pièce, on s'est dit qu'une ségrégation par la densité massique, ça suffisait. Et donc on vient peser les pièces une à une, et on s'assure comme ça qu'on ne s'est pas trompé de matière. Et donc bien sûr, dès que la pièce naît en fait, dans la machine, on lui affecte un numéro, et cette pièce en fait, est baladée ensuite de poste en poste, et donc on est capable d'alimenter une base de données avec l'ensemble de ces valeurs. Et là, on est aussi dans la digitalisation finalement assez basique. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est relativement simple. Et donc, on vient alimenter une base de données et à la fin, on vient marquer chaque pièce avec un numéro unique
et numéro auquel est rattaché l'ensemble des caractéristiques du produit qu'on pourra retrouver dans 10 ans, y compris les photos des pièces tout au long du process. Et cette cellule, bien sûr, vous l'avez compris aussi, de contrôle, renvoie à la machine qui a produit les correcteurs à appliquer pour avoir un système qui est dynamique finalement et qui est capable de fonctionner tout seul. Alors quels sont les avantages? Bon, déjà, vous l'avez vu, on a une présence humaine qui est limitée. On peut utiliser des jeunes qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de formation. Ils sont extrêmement assistés par les machines. On a une qualité, une traçabilité qui est hors norme. On accumule de la data qu'on va pouvoir traiter. On est concepteur de nos produits. Donc là, on va pouvoir extraire des statistiques extrêmement rapides de quelles sont les cotes les plus difficiles à tenir, quelles sont les cotes qui génèrent le plus de non-conformité, et travailler avec le bureau d'études qui a dessiné les pièces pour en fait essayer de voir si ces cotes sont vraiment nécessaires. Et 3 fois sur 4, les cotes peuvent être modifiées. En réalité, elles ont été fixées un peu arbitrairement par le bureau d'études, donc on va pouvoir corriger ces biais. Et surtout, grâce à cet outil, on a aussi un atelier aujourd'hui qui est capable de tourner la nuit entière en autonomie sans présence humaine dans l'atelier. C'est-à-dire que la deuxième équipe prépare un peu la ligne à cet effet, change les outils, change les bains d'huile, etc. Et on a un outil qui peut tourner tout seul. Ça veut dire quoi? Compétitivité, clairement, sur le marché français. Aujourd'hui, avec une ligne de ce type, on peut être compétitif sur le marché et avoir des prix de revient similaires à ceux qu'on pourrait avoir en Pologne sur un cycle plus classique. Alors, 2 petits mots sur une chose. Quand on a fait nos essais sans les robots, puis quand on a mis les robots, on n'a pas gagné, en fait, en productivité, on a perdu. On a perdu d'abord au moins 30% quand on a mis les robots, parce qu'il y a 1000 raisons que ça se passe mal. Il y a des tas de galères qui arrivent, vous avez de l'optique, vous avez des tas de conditions là-dedans, et voilà, on a eu des tas de problèmes qui ont, pendant 8 mois, fait perdre à peu près 30% de productivité à notre atelier, avant qu'on arrive, comme je vous l'ai dit, à produire de nuit en autonomie et à tout fixer. C'est juste de dire que ce n'est pas magique et que ça demande beaucoup de volonté de la part du chef d'entreprise de tirer la boîte à y aller. Il peut y avoir des résistances au changement dans certains ateliers, c'est un domaine un peu compliqué où il y a de la psychologie également. Une fois qu'on a toutes ces datas, et là mon background d'IT est revenu un petit peu, d'ingénieur électronicien, informaticien, j'ai demandé qu'on crée une application, j'ai embauché des gars, des développeurs, et on a créé une application qui tourne sur un smartphone, qui était capable de piloter l'intégralité de l'atelier à partir d'un téléphone, d'une tablette. Et donc là, on est venu interconnecter sur cette application tous nos systèmes de données, le RP, SolidWorks, les plans. On est venu faire des films avec les opérations à réaliser qu'on a adjoint aux gammes. On est venu faire du pilotage d'atelier aussi directement. Voilà, les gens avaient les plannings d'usinage. Tout est dynamique et il n'y a plus de feuilles en fait dans l'atelier. Il n'y a plus de chef d'atelier qui dit il faut faire ça, tout est sur l'appli. Et on est carrément capable d'aller dans la machine. Je crois que voilà, là on y va. Là on va dans une machine voir ce qui se passe. On a mis une caméra dans la machine, on peut suivre en temps réel son cycle de production. On peut voir, donc voilà, ça c'est une caméra temps réel dedans. On peut suivre toutes ces cotes qui sont sorties dans la journée en fonction des extraits de plans automatiques qu'on a fait de SolidWorks. Donc ça c'est une conception maison où on s'est fait finalement un MES à notre goût, et développé par quelques... Là, on n'a pas pris une boîte de conseil, c'est un jeune sorti d'école qui nous a développé, avec l'aide d'un stagiaire, cette solution au fur et à mesure. Donc, voilà, la belle histoire, un petit peu, je vous la montre, voilà, c'est la belle success story que je viens de vous décrire. Avec ce grand soleil, et puis comme tout le monde, on s'est fait un peu bouffer par le Covid. Et je voulais faire juste un petit focus là-dessus, parce que peut-être vous, à l'école, vous avez peut-être encore du mal à vous rendre compte ce que ça veut dire dans une entreprise comme la nôtre, par exemple. Et ben, c'est assez simple, en fait, on a tout de suite que ça sentait pas bon. Airbus a fait des annonces très vite qu'ils allaient baisser leur cadence de 30 à 40%. Nous, on a vu ce chiffre effectivement descendre. Cette année, c'est quasiment moins 50%, nous, qu'on fait de chiffre d'affaires. Donc, si vous voyez, heureusement qu'on avait une croissance rapide, mais on revient quasiment 3 ans en arrière, sachant qu'on était prêt pour faire 30% de croissance cette année. Donc coup dur. Cependant, et c'était l'objet effectivement de mon échange avec Emmanuel Macron la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en ligne sur l'événement Big, peut-être que vous avez suivi, c'était de dire que nous, on a eu une position extrêmement offensive. C'est-à-dire que moi j'ai dit, ok, c'est la crise, c'est la merde, tout le monde est à l'arrêt, le monde est sur pause carrément, et ben nous on va accélérer. Voilà. On va accélérer parce que je crois que cette crise, elle est temporaire, elle est très psychologique. On a vu un petit peu que les algorithmes eux-mêmes ont du mal à la comprendre. Moi, je crois qu'elle est avant tout psychologique et que la vie va reprendre le pas. Et qu'il est important que nous, entrepreneurs, vous étudiants, enfin chaque acteur ici de la société,
utilise ce temps en fait, pour se poser les bonnes questions, se positionner, pivoter peut-être certaines choses, son schéma d'affaires, ses volontés. Et nous, en tout cas, on a décidé d'utiliser ce temps pour développer toutes les innovations qu'on a poussées il y a 2 ans. Et donc juste pour vous donner quelques innovations qu'on est en train de pousser énormément, donc moi j'ai recruté pendant cette crise 15 personnes, d'accord, alors que l'activité va mal. Pourquoi? Parce qu'en termes d'opportunités, il y a un vrai mercato à faire sur le terrain des compétences en ce moment, avec des gens qui n'étaient pas captables en fait, sur le marché parce qu'ils étaient en poste et tout allait bien. Aujourd'hui, voilà, on a embauché un directeur innovation d'une 50aine d'années, qui vient d'une très grosse société franco-américaine. On a débauché des gens, on a embauché des développeurs informatiques qu'on ne trouvait plus sur le marché, donc ça c'est une véritable opportunité. Et on est venu accélérer des innovations. Donc les innovations, chez JPB, ça a été de dire, bah, c'est bien, on fait de la mécanique, vous avez compris, je suis tombé dedans. J'ai pas mis un film que j'ai pas le droit de vous montrer là, donc j'ai juste mis cette photo, mais par exemple on a breveté l'année dernière une rondelle connectée. Donc c'est une rondelle mécanique sur laquelle on est venu incorporer de l'électronique et une intelligence et un système de communication. Et cette rondelle, on est capable en fait, en approchant un smartphone ou un lecteur RFID, de savoir si la tension dans un assemblage est bon ou pas. Donc typiquement ça sert sur des hélicoptères aujourd'hui, et c'est une opération qui prenait 2 jours de checker 12 boulons en fait, sur l'hélico, et c'était à faire toutes les 50 heures, je crois. Grâce à ce système, ils vont pouvoir le faire en quelques secondes, gagner un temps considérable. On est en train de travailler actuellement avec une société qui fait des drones pour aller faire du contrôle automatique d'ouvrage avec des rondelles de ce type et aller contrôler directement sur un parc d'attractions le bon serrage des différents boulons, des différentes pièces sur un pont, sur un ouvrage. Donc ça va nous ouvrir des perspectives bien au-delà de l'aéronautique, et c'était le but d'avoir lancé cette innovation. Donc ça, on accélère à fond, parce que c'est un relais de croissance fort pour nous. On a investi également dans la stratégie sur l'impression 3D de nouvelle génération. Alors, de nouvelle génération, en tout cas, nous, on a choisi le MBJ. Le MBJ, c'est Metal Binder Jet. C'est du mime sans outillage, donc c'est des couches de poudre qu'on vient lier avec du liant. Comme un jet d'encre, donc une couche de poudre, un coup de jet d'encre, une couche de poudre, un coup de jet d'encre, de manière très fine. C'est la poudre non liée qui sert de support. Donc on peut, dans une boîte qui fait A4 à peu près par cette hauteur-là, mettre énormément de pièces de formes diverses, imprimer la boîte la nuit, et ensuite le lendemain, on vient faire les explorateurs un peu archéologues, on vient souffler toute la poudre non liée, on récupère les pièces liées, qui sont de la poudre métallique avec du liant. Et ensuite, c'est un processus qui est très proche du mime, peut-être que vous connaissez, où on vient délianter et friter la pièce. Et donc, c'est un procédé sans support, avec une capacité de faire des pièces petites, très complexes, à grande vitesse, qui va beaucoup s'accélérer, qui est classé TRL3 dans l'aéronautique aujourd'hui. Et nous, on a un doctorant à l'école des mines, l'école des matériaux Centre des mines, à Corbeil, qui est en train de bosser 4 ans pour valider tous les matériaux aéronautiques et les procédés. Donc là, j'y vois 2 choses. Moi, c'est la capacité d'innover à travers des formes impossibles à faire par des enlèvements de matière, par des usinages classiques. C'est aussi, demain, la porte ouverte à la télétransportation de pièces, clairement, où quand il y aura une pièce manquante sur un avion à Singapour, plutôt que de l'envoyer, on l'imprimera, et elle sera prête directement sur site quelques minutes, quelques heures après. Et puis, il y a cet aspect digital, voilà, qu'on a voulu développer, et ça aussi, il y a 2 ans. C'est ce qui m'a fait rappeler Jean-Luc Dion, votre enseignant ici. J'avais plein de mecs qui venaient visiter mon workshop là, et qui me disaient « Putain, c'est génial ce que tu as fait, Damien. J'aimerais moi aussi pouvoir piloter mon atelier à partir de mon téléphone. Voilà. Quand est-ce que tu montes une boîte qui vient faire ce que tu as fait chez toi, chez nous ?» Et en fait, ce qu'on a fait chez nous, vous l'avez vu, on l'a fait avec les moyens du bord, mais on a connecté toutes les machines par leurs automates, pour avoir les datas, pour avoir les informations, etc. Et finalement, chaque machine, malgré qu'elle soit neuve, a son langage. Chaque machine a un automate différent. Chaque machine parle son propre langage. Il y a du Fanuc, il y a du Siemens, et il y a des machines qui n'ont pas d'automate et qu'on veut quand même connecter. Et moi, je me suis dit que si on faisait cette voie-là, il allait falloir qu'on aille auditer toutes les boîtes qui voudraient mettre le système, qu'on aille vérifier quelles étaient les machines, si notre système était compatible ou pas. Ensuite, il faudrait qu'on y retourne, il faudrait qu'on arrête les machines, il faudrait qu'on s'y connecte et qu'on rassemble les datas. Je me suis dit, le truc, ça va être long, ça va être fastidieux, on va se faire engueuler parce qu'on ne sera jamais à l'heure, le gars ne nous donnera jamais un créneau où on pourra arrêter ces machines. Et c'est là qu'est né le projet Keyprod. Et le projet Keyprod, je me suis dit, quel est le langage commun, finalement, de toutes ces machines? Ce n'est pas l'automate, mais finalement, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y en avait un. Et ce langage commun, c'est tout simplement la musique que jouent ces machines et les vibrations qu'elles génèrent.
je me suis dit comment avec ça, et donc j'avais une application sur mon téléphone qui s'appelle Sismometer, je crois, je l'ai posé sur la machine, et j'ai vu que sur les 3 axes de l'accéléro, il se passait des choses, et qu'on pouvait certainement, en analysant ce signal, interpréter des datas. Donc on s'est lancé tout seul, et c'est qu'après, d'ailleurs, quelques mois après, que j'ai pensé à rappeler Jean-Luc, pour lui exposer la problématique, et lui dire, voilà, on sent qu'il y a quelque chose à faire, est-ce que tu pourrais nous y aider? Ce à quoi il m'a dit, mais bien sûr, c'est génial. Et moi, je lui ai dit, par contre, je te préviens, je ne veux pas d'une instrumentation de laboratoire, je veux créer un objet qui soit beau, qui se pose en 2 minutes sur une machine, qui auto-apprenne ce qui est en train de se passer et qui, 2 minutes après, sur ton smartphone, te crache est-ce que ma machine marche pas, qui compte les pièces, qui me calcule un TRS, un taux d'efficience. Et en fait, pour faire ça, parce que dans l'industrie, j'ai trouvé que les choses étaient souvent vieillottes et moches, on a été faire 2 salons, c'est la foire d'Hannover, qui est la grande foire industrielle en Allemagne, et on a été faire le CES de Las Vegas, et on a un Keyprod finalement, qui est à la jonction des 2 mondes. Vous trouverez plein d'infos sur Keyprod sur Internet. Je vais aller assez vite, parce que je crois que j'ai pas mal parlé déjà. Je vais juste vous montrer un peu l'objet et comment ça fonctionne, sans donner trop de détails. Mais donc voilà dans quoi on s'est lancé. Donc, quand je vous disais au début, ayez pas peur d'avoir des rêves et en fait vous dire que ce que vous faites aujourd'hui, c'est certainement pas ce que vous ferez demain. C'est vraiment ce que j'ai fait. Sans limite, je me suis rêvé à penser à un système complètement autonome pour monitorer les machines, qui soit disruptif, qui soit beau, qui change le visage d'une industrie. Et donc voilà sur la gauche en fait l'objet qu'on a créé, qui est le boîtier kinétique en fait, qu'on vient juste aimanter sur la machine, qui est équipé d'un écran tactile. On va pouvoir interagir avec, faire tout un tas de choses. Et au milieu, vous voyez l'application qu'on a développée. Donc on a une quinzaine d'ingénieurs codeurs qui développent cette appli aux toutes dernières tendances, on va dire, de ce qui se fait en termes de technologie et d'approche. Et donc ce boîtier va être capable d'interpréter automatiquement le langage des machines, de suivre une production en temps réel, malgré tout le bruit qu'il peut y avoir dans un atelier, malgré tous les défauts qu'il y a, malgré que l'opérateur va ouvrir la porte à un moment donné pour intervenir sur la pièce, et l'algo va déterminer que la porte est ouverte, j'arrête de compter, je reprends mon comptage quand la porte se ferme. Donc c'est quand même un vaste chantier dans lequel l'équipe de Jean-Luc s'est lancée, sur lequel on est en train d'aboutir très 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 sérieusement à des résultats qui sont conformes à mes attentes. Et on a fait ça en un temps record, hein, donc je pense que je les ai un peu secoués, on va dire le rythme classique de thèse ou d'études académiques un petit peu a été bouleversé par le fait que j'ai mis un peu de pression. Mais je pense qu'ils l'ont bien accueilli et l'équipe est là, je vous félicite parce que vous avez fait un super travail. Et donc ce truc est accueilli de manière incroyable parce qu'en fait, on est les seuls au monde aujourd'hui à offrir un dispositif comme celui-là, qui est aussi simple finalement, il fallait y penser, comme le bouchon endoscope, et qui va pouvoir se répondre de manière virale en fait, parce que ça va être un dispositif qu'on va vendre en ligne, sur un e-shop, assorti d'un abonnement récurrent. Donc nous, c'est aussi un nouveau changement de business model avec du récurrent. Et on a toute une roadmap derrière, si vous voulez, avec tout un tas de dashboards et d'interactions qu'on pourra avoir avec cette application, qui vont être développées, avec bien sûr toute la gestion des briques d'un MES classique, suivi qualité, connexion machine, etc. Et j'en passe. Et donc, voilà un petit peu de la lancée dans laquelle on était. Le Covid nous arrête, mais justement, cette stratégie mise en place va nous permettre de rebondir et Keyprod, je l'espère, va prendre le relais de la croissance dès l'année prochaine. Ça, c'est un lancement début d'année prochaine qu'on fait. Et pour ça, on lance même un investissement de 30 millions d'euros, là, dans le plan de relance aéro, avec un bâtiment tout neuf, tout nouveau, 4 fois plus grand que le nôtre, qui va accueillir toutes ces équipes digitales, ces équipes de mécanique. On a des ingénieurs en conception mécanique, on a maintenant des docteurs en intelligence artificielle, des docteurs en impression 3D, on va accueillir des startups, on va accueillir beaucoup de jeunes des écoles pour leur montrer ce que c'est l'industrie du futur. Et au milieu de tout ça, il y aura cette usine que vous avez vue, qui nous servira à la fois de chemin de visite pour présenter Keyprod et à la fois de laboratoire pour développer les nouvelles briques de cette application. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Si vous voulez suivre les aventures, un petit peu, c'est sur LinkedIn. Damien Marc, vous pouvez suivre. J'essaie d'être assez actif et de vous donner un peu d'infos sur ce qui se passe. Si vous voulez rejoindre aussi l'aventure JPB, vous savez où me trouver. On a des besoins. Et puis je vous remercie pour cette opportunité. Merci Jean-Luc. Si vous avez des questions, je suis là. Merci Damien pour cet exposé complet depuis l'historique. Il y a même des trucs que j'ai appris, toi. Il y a des petits détails que je ne connaissais pas. Et, écoutez, je ne sais pas s'il y en a qui veulent ouvrir les questions. J'imagine qu'en effet, ça soulève un peu pas mal d'interrogations sur comment on peut passer d'une entreprise de 3 personnes à 120 personnes avec un chiffre d'affaires et puis beaucoup d'interacteurs industriels en si peu de temps. Je ne sais pas qui veut se lancer.
Bon, je vais traditionnellement poser la première question, c'est toujours pour briser la glace. Peut-être une question tout simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en très peu de temps, tu as été amené à brasser quand même pas mal d'argent, beaucoup de responsabilités aussi au niveau de l'entreprise, des prises de risques énormes, en fait. Là, tu repars sur un projet de 30 millions d'euros dans un contexte qui finalement est plutôt incertain. Qu'est-ce qui te motive à le faire plutôt que de rester finalement dans une situation peut-être un peu plus confortable de repli, hein, que ce que font beaucoup d'entreprises. Comment tu dors, comment tu gères ça à titre personnel? C'est quoi tes secrets pour fonctionner? Si ça peut servir de conseil aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. J'ai pas de secret, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu à la fois anxieux et à la fois qui aimait l'aventure. Et quand j'étais à l'école sur les bancs comme vous, je pense que je dormais aussi mal en fait quand j'avais mal préparé mon examen du lendemain ou que j'avais pas fait le boulot attendu. Je le vivais déjà assez intensément et ça m'arrivait de ne pas dormir à cause de ça. Donc ma mère est très inquiète de me voir faire tout ça aujourd'hui. Et je lui dis que finalement, je ne ressens pas de stress supérieur à celui que j'avais à l'époque où j'avais pas fini mes devoirs ou fait mon truc parce que je le prenais déjà vachement à cœur. Donc je pense que déjà, voilà, je serais éternellement amené à être stressé. Je passe ma vie aussi à me dire, bon, demain je serai tranquille parce que ça sera fait, ça marchera. Et dès lors que je me retrouve dans cette situation où c'est fait, ça marche, que c'est mis en place, je me fais chier. Et en fait, je suis en permanence en train de me dire, mais putain, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que ça me remet dans un truc pas possible où je dors pas, et la seconde d'après, je me fais chier. Donc voilà, j'essaie d'osciller entre ces deux sensations. Et je pense que moi, j'ai besoin de vivre ma vie comme ça, à grands coups de gouvernail, et à me sentir toujours un peu déséquilibré, tu vois. Je mets le pied en avant, mais je ne sais pas vraiment si le sol il est là ou s'il est un peu plus bas dans l'amphi, mais je sais que quoi qu'il arrive, je ne le fais pas si je sais que je vais vraiment me casser la jambe, quoi. Mais j'aime bien pas savoir où va être l'impact de trop. Voilà. Donc ça, on aime bien. Et en fait, après, j'ai une équipe surtout, c'est pas moi, enfin une chose, ça c'est moi. Moi, je suis celui qui entraîne les gens dans cette aventure. Après, heureusement que j'ai une équipe, parce que tout ce que je vous décris en fait là depuis tout à l'heure, je suis incapable de moi faire ou mettre les mains dedans, ni d'en programmer une machine, ni un robot, ni taper une ligne de code finalement. Mon diplôme m'a donné cette culture de savoir ce qu'on pouvait faire. J'étais un peu geek et je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait. Ma maison, elle est connectée de partout. J'ai toujours aimé la domotique, toute cette interaction du digital avec le réel. Et donc voilà, c'est ça que j'ai reproduit, mais c'est grâce à l'équipe formidable qui me porte. Donc moi, je pense que je tire la loco. J'ai une superbe équipe qui me rassure en fait et qui, une fois que je suis rassuré, je peux me positionner en avant. Et je pense que tu as été victime de ça. Au Salon du Bourget en juin dernier, on est à 15 jours du salon, je ne sais pas encore trop si je dévoile qui prod ou pas, mais je me dis merde, c'est quand même l'occasion de le faire. Et je passe un petit coup de fil anodin à Jean-Luc qui avait déjà bûché sur l'algo pas mal pendant l'été, enfin au mois de mai, je crois que c'était en avril-mai. Et je lui dis, tu le sens comment le truc, alors tu vas y arriver? Ouais, il me fait une réponse à la Jean-Luc, ouais, oui, on va y arriver, je vois pas de difficulté, machin. Ça va prendre un peu de temps et tout. T'es sûr, hein? Ouais, combien de pourcents à peu près? Oui, non, c'est bon. Hop. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, en fait, moi je posais cette question pour lancer Keyprod en grande pompe avec carrément une simulation de ce qu'on allait faire, et comme si c'était réel. C'est-à-dire qu'on a pris des designers, ils nous ont fait l'objet, on avait un simili d'applications. J'ai eu beaucoup de mal même à expliquer aux gens que ce n'était pas encore fonctionnel dans les premiers mois. Mais voilà typiquement un déséquilibrage en avant où je dis, bah, maintenant que c'est dit, faut le faire, quoi. Voilà. Donc j'avais quand même validé qu'on y arriverait. Mais si j'avais, peut-être que si toi tu avais eu à le valider, ça, tu n'aurais peut-être pas affiché autant. Ah non, si tu m'avais dit ça, non, je l'aurais pas fait. Autant de certitude. Donc après, il n'y avait plus le choix. Et puis après, il y a une notion. Voilà, mais c'est vrai pour le code, c'est vrai pour l'électronique. On n'avait jamais développé d'électronique, donc il a fallu s'entourer des bonnes personnes. Donc voilà, pour répondre à ça, non, je dors pas tous les jours bien, c'est pas tous les jours simple. Donc le petit coup de fil, l'anecdote que Jean-Luc parlait, c'est que lundi dernier, j'ai l'Élysée qui m'a appelé et qui voulait que je m'exprime sur scène devant Emmanuel Macron lors du grand rassemblement des industriels, enfin de tous les entrepreneurs français à Big, à Bercy, à Paris. Et ben typiquement, quand vous avez ce type d'appel, le premier réflexe, c'est de dire vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à ma place? Et puis, dès la seconde d'après, je me dis bah non, je vais le faire en fait, c'est génial, on va se marrer. On va passer 5 minutes à établir un thème, et en fait, j'ai pas dormi pendant 2 jours, quoi. Voilà, parce que j'avais peur de me craquer, de faire, mais voilà. Et c'est ça. En fait, je crois que l'entrepreneur, le vrai entrepreneur, déjà, c'est celui qui aime bien les risques, en fait. Si tu n'aimes pas les risques, il ne faut pas faire ce métier.
Donc après, c'est une espèce de drogue, quoi. Un secret peut-être pour gérer le stress Ah bah non, si j'avais un secret, je l'appliquerais. Des questions? Oui, Martin? J'ai une question concernant la digitalisation de l'entreprise. Il y a beaucoup de détracteurs qui disent que ça fait perdre des emplois, parce que sinon tu remplaces des gars par des robots. C'est un peu l'argument qui revient souvent. Et souvent, le contre-argument, c'est de dire que oui, on apporte du travail à haute valeur ajoutée, tu l'as dit aussi dans ton discours. Du coup, de par ton expérience, qu'est-ce que tu as pu apporter comme valorisation du travail, notamment par rapport à des formations qui sont peut-être moins techniques, moins poussées que ici, nous, on forme des ingénieurs qui vont du coup à trouver du boulot dans ce genre de digitalisation de l'entreprise. Par contre, sur des formations un peu plus bas niveau, les mécaniciens, les tourneurs, fraiseurs, etc., qu'est-ce que cette digitalisation de l'entreprise peut leur apporter et quel est toi ton point de vue en tant que Ouais, donc je répète peut-être la question si Aurélie est toujours en ligne. Donc on dit souvent les robots, ça va casser de l'emploi. C'est ça. Enfin, et comment répondre à cette question? Bon, alors moi, je suis peut-être pas un exemple représentatif de la grande masse, peut-être, mais enfin, nous, on a installé peut-être aujourd'hui 15 robots dans l'entreprise et on a créé 127 emplois. Voilà. Donc je pense que déjà ça tord le cou un peu à cette idée. Pour aller même plus loin, on a monté une usine en Pologne et on est venu monter l'impôt qu'on paye tous les ans à la France via l'impôt de nos sociétés de plus de 30%. Parce qu'en fait, la Pologne nous a permis de gagner des contrats énormes qu'on traite à partir de la France. Donc en fait, ce n'est pas des gros mots de parler de robots, de parler de colocalisation de sites en Europe, du moment qu'en fait c'est dans un projet global. Après, moi, je pense qu'il y aura de moins en moins de place. Enfin, on disait, quand on a mis les distributeurs de billets dans les banques, que c'était la fin de la banque, du métier bancaire, etc. Et le résultat, c'est que les banques, elles n'ont jamais gagné autant d'argent parce que le mec qui distribuait l'argent, il s'est mis à vendre des assurances et puis il s'est mis à vendre plus de valeur ajoutée. Et que finalement, voilà, pareil pour l'agriculture. Alors, on est clair qu'on assiste à des transformations. Mais nous, on a plutôt repositionné les gens sur des postes à plus haute valeur ajoutée. Et je dirais même aujourd'hui un gars qui fait de la pièce unitaire, aujourd'hui en France, parce qu'on a beaucoup de gens qui font des pièces unitaires. Vous avez un centre d'usinage, comme il y en a certainement ici, j'imagine. On fait de la pièce unitaire dessus. Rien n'empêche d'y adjoindre un robot, en fait, à ce centre d'usinage, continuer de faire de la pièce unitaire la journée par la porte frontale, et ouvrir une porte latérale sur laquelle on aura juste un bouton à switcher le soir, si le magasin d'outils le permet, et on peut passer de la série en autonomie, peut-être à plus faible valeur ajoutée, la nuit et le week-end. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, ça, c'est du cash qui va tomber dans l'entreprise, alors que les machines dormaient le soir, on va pouvoir les exploiter. Et ce cash, en fait, et le fait que le temps d'ouverture de la machine soit plus important, va même permettre de baisser le taux horaire du gars qui bosse devant la journée, en fait, parce qu'on va pouvoir réduire le prix de la part d'immobilisation de la machine la journée. Et donc, ça vise à être plus compétitif, donc à gagner plus de marché, donc à enrichir l'entreprise et à rapatrier un peu de business en France. Donc je pense que moi, au contraire, c'est un cercle très vertueux, du moment qu'on le comprend et qu'on est prêt à changer de métier aussi. C'est-à-dire que l'opérateur va peut-être falloir qu'il apprenne à changer de métier, qu'il se mette à l'informatique. Mais enfin, ce n'est pas vrai que pour lui. Moi, mon métier, il change tous les ans, tous les jours. J'ai des expériences nouvelles à vivre tous les jours et je suis le premier à devoir me remettre en question. Donc j'attends, je pense, la même chose de l'ensemble de mon équipe. Et finalement, quand ce mouvement est engagé dans la boîte, les gens, avec grand plaisir, en fait, aiment apprendre et se décaler. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors après, moi, c'est sûr que je suis parti from scratch, feuille blanche, donc c'est plus simple. C'est plus compliqué par certains aspects, c'est plus simple par d'autres. Il y a moins de résistance au changement. Sur un atelier existant, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué à expliquer, à mettre en œuvre et à déployer. Une autre question? Ouais, vas-y au fond. C'est Gabriel Jésus donc, qui est derrière le masque. Ah ouais, il a le polo JPB, je l'avais pas vu. Salut Gabriel. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment passionnant, l'innovation, la croissance. J'aimerais savoir, vous avez des idées très innovantes et parfois c'est des idées pour d'autres entreprises. Quelles sont les étapes du moment que vous avez l'idée au moment que vous commencez à développer le produit, l'idée? Ok. Je répète. Hein. Ouais. Donc,
la question, c'est quelles sont les étapes finalement, enfin, on a des idées innovantes, mais quelles sont les étapes dans l'innovation pour amener ces idées à devenir une réalité? Bon, il y a toujours un petit stade de maturation de l'idée. Voilà. Moi, je la couche souvent sur papier et rarement ça fait plus d'une feuille A4. C'est-à-dire que je m'attache à ne pas écrire de grands cahiers des charges. Et je dis de temps en temps, la ligne que je vous ai montrée, là, on en a d'autres, hein, mais cette représentation, c'est une des plus complexes. Si on s'était mis à écrire un cahier des charges précis, en fait, on serait peut-être toujours au stade de l'écriture du cahier des charges. Donc à un moment donné, voilà, on isole un petit peu, ok, on sent que ça va le faire. La question que je pose à Jean-Luc, voilà, incidemment, tu le sens comment? Ok, je le sens. Moi, je valide cette case, je sais la part de risque à peu près que je prends dedans. Et après, on engage, c'est là où on part en avant et on ne sait pas tout à fait où sera le sol, mais on apprendra en marchant. Donc nous, on le fait comme ça. Et on va très vite sur un proof of concept, très très vite. Alors ça peut être à base d'impression 3D, à base d'Arduino, à base de 3 lignes de code, et qu'on vient tester très vite. On essaye en 2-3 semaines d'avoir quand même souvent des proto-physiques dans les mains. Quand c'est une idée mécanique ou un IoT comme ça, on va souvent le déterminer un peu sur les phases de base avec un téléphone, un Arduino ou un Raspberry. Et puis après, on passe à l'échelle. Une fois qu'on a validé à l'échelle POC, très vite, ça crée, enfin de valider à l'échelle POC comme ça crée l'attraction en fait des équipes qui disent OK, j'ai compris, j'ai vu, je l'ai dans les mains, ça marche. Maintenant, on sait où on va et on développe la phase d'après. Donc, pour faire clair, on n'écrit pas de cahier des charges trop précis. On sait à peu près où on va. On brainstorm beaucoup aussi sur des idées et on n'a pas peur de revenir sur des choses qu'on a fait. Même si c'est des idées de moi, j'ai pas peur de dire elle n'était pas bonne. On revient en arrière, on change. Et puis voilà, par itération successive, après on arrive au résultat final en impliquant tout le monde en fait. Hein. C'est important, la ligne de production, là par exemple, on a vraiment eu besoin d'impliquer les opérateurs pour régler tous les problèmes qui faisaient qu'elle ne tournait pas. Et comment on a fait? Pareil, par le bon sens, hein, c'était de leur dire cette ligne elle ne tourne pas bien. Moi ce que je vous propose c'est de la faire tourner mieux, avec des bonnes idées et des réglages que vous allez faire. Vous nous dites ce qu'il faut faire, nous on règle. Et voilà le seuil moyen aujourd'hui de production. Voilà ce que je veux comme target. Et à chaque fois qu'on sera au-dessus, je vous donne une prime de productivité. Voilà. Et en fait, du coup, en faisant du gagnant-gagnant, le truc n'est pas vu du tout comme du flicage, c'est plutôt vu comme un outil en fait, pour amener la boîte à être plus compétitive ensemble. Et les bonnes idées, elles viennent du terrain. Donc voilà, beaucoup d'observations. Donc voilà un peu, sans donner trop de méthodes, comment on travaille. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Bon, je vous propose qu'on reprenne les questions après, au moment de la table ronde, parce qu'on a quand même un timing un peu serré, il y a un comité de perfectionnement. Donc on va passer donc à la présentation de Vincent. Et puis je sens que là les questions commencent à chauffer de partout. Ok, je te laisse. Ouais.